Dans les premières lueurs d'un monde encore informe, alors que l'histoire n'avait pas encore appris à écrire son propre nom, une brume douce s'élevait au-dessus des eaux lentes du Tibre. Le fleuve serpentait silencieusement entre des terres sauvages, bordées de roseaux frémissants et d'arbres anciens dont les racines plongeaient profondément dans une terre encore vierge de toute ambition humaine. Rien ne laissait deviner, en cet instant suspendu, que ces rives accueilleraient un jour le cœur battant d'un empire destiné à façonner le destin de millions d'âmes. Il n'y avait ni marbre, ni temple, ni légion, seulement le vent, l'eau et le souffle discret d'un monde en attente. Mais avant que Rome ne devienne une cité, elle fut d'abord une histoire murmurée au coin des feux, transmise de bouche en bouche jusqu'à se fondre dans la mémoire même de la terre italienne. Une histoire si profondément enracinée que même ceux qui doutaient ne pouvaient entièrement s'en détacher. Elle commence avec une femme, Rhea Silvia, Vestale condamnée à la chasteté par la volonté d'un roi craintif, Amulius, qui redoutait toute descendance susceptible de lui ravir le trône. Pourtant, comme souvent dans les récits anciens, les volontés humaines se brisent face aux caprices du destin. Une nuit, dans le silence sacré de son devoir, le dieu Mars lui-même serait venu à elle, laissant derrière lui deux enfants, nés non seulement de chair, mais de volonté divine. Lorsque le roi apprit leur existence, il ne vit pas en eux des innocents, mais une menace. Il ordonna qu'on les jette dans le Tibre, que le fleuve les emporte et que leurs noms disparaissent avant même d'avoir été prononcés. Et ainsi, dans un panier frêle, les deux nourrissons furent abandonnés au courant. Mais le fleuve, gonflé par les pluies du printemps, n'était ni rapide ni cruel ce jour-là. Il porta doucement leur fragile embarcation jusqu'à une rive boueuse, où le destin choisit de suspendre son souffle. Là, sous l'ombre d'un figuier sauvage, une louve les trouva. Elle n'était pas le monstre des peurs humaines, mais une créature guidée par un instinct ancien, un manque peut-être, une absence à combler. Elle les prit dans sa tanière, nichée au pied du Palatin, et les nourrit comme s'ils avaient été les siens. Leurs premiers cris furent apaisés non par des mots, mais par la chaleur d'un corps sauvage et la promesse silencieuse de survie. Plus tard, un berger nommé Faustulus les découvrit, et avec sa femme, les éleva dans la simplicité des champs, loin des intrigues et des palais. Les années passèrent, et les enfants devinrent des hommes. Romulus et Rémus grandirent sans connaître leur origine, mais portaient en eux une force indomptable, une assurance presque instinctive qui les distinguait des autres. Ils étaient audacieux, prompts à défier, incapables de se soumettre. Lorsque la vérité leur fut révélée, elle ne les écrasa pas, elle les enflamma. Ils renversèrent leur grand-oncle Amulius et rendirent le trône à leur grand-père, rétablissant un ordre ancien avec la certitude que leur place n'était pourtant pas là. Quelque chose les appelait ailleurs, un murmure venu des collines, du fleuve, de ce lieu même où leur vie avait commencé. Ils retournèrent vers ces terres sauvages, là où le Tibre ralentissait son cours, et où sept collines se dressaient comme des promesses encore muettes. C'est là qu'ils décidèrent de bâtir une ville qui porterait leur héritage, leur volonté, et peut-être même leur nom. Mais dès le commencement, Rome fut marquée par la discorde. Les deux frères ne parvinrent pas à s'accorder. L'un voyait l'avenir sur le Palatin, l'autre sur l'Aventin. Ils consultèrent les augures, scrutant le ciel à la recherche de signes divins. Les oiseaux passèrent, porteurs de présages, mais leur interprétation ne fit qu'attiser la rivalité. Qui avait vu le premier? Qui avait vu le plus? La réponse importait moins que l'orgueil blessé qui en résulta. Ce qui aurait pu n'être qu'un désaccord devint tragédie. Le sang fut versé, et Rémus tomba. Certains diront que Romulus lui-même porta le coup fatal, d'autres qu'un de ses hommes le fit en son nom. Mais le résultat resta immuable. Il ne pouvait y avoir qu'un seul fondateur, qu'un seul maître. Romulus, désormais seul, traça une ligne dans la terre, une frontière sacrée, inviolable. Quiconque oserait la franchir sans autorisation connaîtrait la mort. Ce n'était pas seulement un avertissement, mais une déclaration. Cette ville serait défendue à tout prix, même contre ceux qui partageaient son sang. En ce geste, presque invisible dans la poussière, se dessinait déjà l'âme de Rome. Une volonté inflexible, prête à sacrifier tout ce qui était nécessaire pour survivre et grandir. Selon la tradition, nous sommes en l'an 753 avant notre ère. Une date que les siècles n'effaceront pas. Non pas parce qu'elle marque la pose d'une première pierre, mais parce qu'elle incarne la naissance d'une idée.
Romulus donna son nom à la ville et devint son premier roi. Autour de lui, Rome prit forme lentement, comme une respiration hésitante. Des huttes de bois apparurent, des palissades furent dressées, des autels dédiés à des dieux encore incertains s'élevèrent vers le ciel. Mais une ville ne peut vivre sans peuple. Les hommes vinrent, attirés par la promesse d'un nouveau départ, mais les femmes étaient rares. Alors Romulus, fidèle à la brutalité de son temps, organisa une fête. Les tribus voisines furent invitées, et au cœur des célébrations, les Romains enlevèrent les femmes sabines. Ce fut un acte violent, sans ambiguïté, mais qui scella l'avenir. Car de cette union forcée naquit une société mêlée, une fusion de peuples qui allait devenir la force même de Rome. Le temps passa, et la ville grandit. Les conflits s'apaisèrent, les ennemis devinrent alliés, et les Sabins eux-mêmes furent intégrés à la cité. Rome apprenait déjà à absorber plutôt qu'à détruire, à transformer ses adversaires en fondations. Romulus régna longtemps, guidant une ville encore fragile, mais animée d'une ambition qui dépassait ses modestes origines. Puis, comme au début de son histoire, il disparut. Un jour, lors d'une tempête soudaine, il s'évanouit. Certains dirent qu'il avait été emporté par les dieux, élevé au rang de divinité sous le nom de Quirinus. D'autres murmurèrent qu'il avait été assassiné par ceux qui craignaient son pouvoir. Mais la vérité, comme souvent, se dissipa dans les brumes du temps. Ce qui demeura, en revanche, fut la ville. Une ville née du sang, nourrie par le mythe, protégée par la foi en sa propre destinée. Rome n'était encore qu'un village au bord d'un fleuve, mais déjà, elle portait en elle les graines d'un empire. Dans ses fondations reposaient la violence et la vision, la peur et l'espoir, l'humain et le divin, entremêlés dans une histoire que personne ne pouvait encore mesurer. Le vent continuait de souffler sur les collines, le Tibre poursuivait son murmure, et quelque part, entre les pierres et les racines, l'histoire commençait enfin à parler. Lorsque Romulus disparut dans les cieux ou dans les ombres, selon les récits que l'on choisissait de croire, il laissa derrière lui bien plus qu'un trône vacant. Il laissa une ville encore fragile, suspendue entre mythe et réalité, entre promesses et incertitude. Rome n'était pas encore une puissance, ni même une certitude. Elle était une tentative, un assemblage d'hommes venus d'horizons divers, liés moins par une origine commune que par une ambition partagée. Et pour que cette ambition ne se dissolve pas dans le chaos, il fallait une continuité, une autorité, une structure capable de donner un sens à ce qui n'était encore qu'un commencement. Ainsi débuta l'époque des rois, une période longue de plus de 2 siècles où Rome, encore jeune, apprit à devenir une cité. Contrairement aux récits simplifiés des siècles futurs, ces rois n'étaient pas seulement des figures de pouvoir, ils étaient des bâtisseurs, des organisateurs, des médiateurs entre les hommes et les dieux, et chacun, à sa manière, ajouta une pierre invisible à l'édifice romain. Le premier à succéder à Romulus fut Numa Pompilius, un homme dont la réputation contrastait profondément avec celle du fondateur. Là où Romulus avait incarné la guerre, Numa représentait la paix. D'origine sabine, il n'était pas un conquérant, mais un sage, un homme tourné vers le sacré et les rythmes invisibles du monde. Sous son règne, Rome apprit à respirer autrement. Il ne chercha pas à étendre ses frontières, mais à structurer l'âme de la cité. C'est à lui que l'on attribue la création des premières institutions religieuses. Il établit des collèges de prêtres, fixa les rites, organisa le calendrier, donnant au temps lui-même une forme compréhensible. Les jours ne furent plus seulement une succession indistincte d'aurores et de crépuscules, mais des moments chargés de sens, marqués par des fêtes, des sacrifices, des pauses sacrées. Par ses réformes, Numa donna à Rome quelque chose de fondamental, un ordre invisible, une manière de vivre en harmonie avec les dieux, ou du moins avec l'idée qu'on s'en faisait. Mais cette paix ne pouvait durer éternellement. Après lui vint Tullus Hostilius, un roi qui rejetait la tranquillité comme une faiblesse. Là où Numa avait apaisé, Tullus raviva les flammes de la guerre. Sous son autorité, Rome reprit les armes, affrontant ses voisins avec une énergie brutale. La destruction d'Albe la Longue, ancienne cité rivale, marqua profondément cette époque. Ses habitants ne furent pas exterminés, mais déplacés à Rome, absorbés dans son tissu social. Déjà, la ville montrait sa capacité unique à croître non seulement par la conquête, mais par l'intégration. Ancus Marcius, qui lui succéda, tenta de trouver un équilibre entre ces deux extrêmes.
Il fut à la fois bâtisseur et stratège, consolidant les acquis tout en étendant l'influence romaine. Il fit construire le premier pont sur le Tibre, reliant les deux rives et facilitant les échanges. Ce geste, en apparence simple, marquait en réalité une transformation profonde. Rome n'était plus seulement un point sur une carte, mais un centre vers lequel convergeaient routes, hommes et idées. Avec le temps, l'influence étrangère se fit plus visible. Les derniers rois de Rome furent, selon la tradition, d'origine étrusque. Et avec eux arrivèrent de nouvelles visions du pouvoir, de l'architecture, de la religion. Tarquin l'Ancien, premier de ces rois, introduisit des projets d'une ampleur encore inconnue à Rome. Le Circus Maximus, immense espace dédié aux courses et aux rassemblements, vit le jour. Ce n'était plus seulement une ville fonctionnelle, mais un lieu où le spectacle, la grandeur et la démonstration publique de puissance prenaient forme. Servius Tullius, son successeur, fut sans doute l'un des rois les plus marquants de cette période. D'origine humble, peut-être même né d'une esclave, il incarna une idée rare pour l'époque, celle qu'un homme pouvait s'élever par ses capacités plutôt que par son sang. Il réorganisa la société romaine en classes basées sur la richesse, introduisit le recensement et restructura l'armée en fonction de ces nouvelles divisions. Ce n'était pas seulement une réforme administrative, mais une transformation profonde de la manière dont les Romains se percevaient eux-mêmes. Sous son règne, Rome devint plus qu'un regroupement de tribus. Elle devint une société structurée, hiérarchisée, où chaque citoyen avait une place définie, un rôle à jouer. Mais cette stabilité portait en elle les germes de tensions futures. Car si certains gagnaient en influence, d'autres se voyaient relégués à des marges de pouvoir qu'ils accepteraient de moins en moins. Puis vint le dernier roi, Lucius Tarquinius Superbus, dont le nom lui-même portait déjà un jugement. Tarquin le Superbe ne régna pas comme ses prédécesseurs. Il ne chercha ni l'équilibre, ni la légitimité. Il prit le pouvoir par la force, assassinant son propre beau-père, et gouverna avec une autorité dure, presque oppressive. Il ignora le Sénat, réduisit les libertés et imposa ses décisions sans consultation. Pourtant, il poursuivit des projets grandioses. Le temple de Jupiter capitolin fut achevé sous son règne, symbole de la grandeur divine et politique de Rome. Mais ces réalisations étaient entachées par les méthodes utilisées pour les accomplir. Travaux forcés, autorité brutale, mépris des traditions. Le peuple supportait, mais la tension montait. Ce ne fut pas une guerre ni une invasion qui provoqua sa chute, mais un événement plus intime, plus tragique. Son fils, Sextus Tarquin, commit un acte d'une violence insupportable contre Lucrèce, une femme noble respectée. Son geste, plus que politique, fut personnel. Mais ses conséquences dépassèrent tout ce que Tarquin aurait pu imaginer. Lucrèce, après avoir révélé son déshonneur, choisit de mettre fin à ses jours. Ce sacrifice ne fut pas silencieux. Il devint un cri, un appel à la justice. Les grandes familles de Rome, indignées, trouvèrent dans cet acte une raison de se soulever. Parmi elles, un homme se leva, Lucius Junius Brutus. Brutus n'était pas seulement un aristocrate. Il devint le symbole d'un changement inévitable. Il rassembla le peuple, dénonça la tyrannie et mena une révolte qui chassa Tarquin et sa famille hors de la ville. Ce ne fut pas seulement la chute d'un roi, mais la fin d'un système. Rome, pour la première fois, rejeta l'idée même de monarchie. Le mot « roi » devint synonyme de tyrannie, un titre que plus aucun homme n'oserait revendiquer sans risquer la haine et la mort. À sa place, une nouvelle idée commença à émerger, encore floue, encore fragile, celle d'un gouvernement sans roi. Mais ce changement ne fut pas une renaissance immédiate. Il fut une transition, incertaine, marquée par le souvenir encore vif de ce que le pouvoir pouvait devenir lorsqu'il était concentré entre les mains d'un seul homme. Ainsi s'acheva l'âge des rois, non pas dans la gloire, mais dans la défiance. Et Rome, désormais privée de couronne, se retrouvait face à elle-même, contrainte d'inventer un nouvel équilibre, une nouvelle manière d'exister. Ce qu'elle allait créer ne serait pas parfait, mais ce serait suffisant pour changer le monde. Lorsque les portes de Rome se refermèrent derrière le dernier roi en exil, un silence étrange s'installa sur la ville. Ce n'était pas le calme d'une paix retrouvée, mais celui d'un monde suspendu, privé soudain de ce qui, pendant des générations, avait structuré son existence.
La monarchie avait été brisée, rejetée avec une violence née de la peur et du souvenir. Mais ce rejet, aussi nécessaire qu'il paraissait, laissait une question immense en suspens. Que mettre à la place? Rome ne pouvait rester sans direction. Trop de vie dépendait de ses décisions, trop d'intérêts s'y croisaient déjà. Alors, lentement, presque à tâtons, les Romains commencèrent à construire une nouvelle forme de pouvoir. Ils l'appelèrent res publica, la chose publique. Une idée audacieuse, presque fragile, selon laquelle l'État n'appartiendrait plus à un homme, mais à l'ensemble de ses citoyens. Dans ce nouveau système, il n'y aurait plus un seul roi, mais 2 consuls, élus chaque année. 2 hommes, investis du même pouvoir, contraints de se surveiller mutuellement. Aucun ne devait dominer l'autre, aucun ne devait s'élever au-dessus de la loi. C'était une tentative de prévenir les excès du passé, de diluer l'autorité pour empêcher qu'elle ne se transforme à nouveau en tyrannie. Le Sénat, composé des grandes familles, continua d'exister, mais son rôle évolua. Il ne commandait plus, du moins officiellement, mais conseillait. Pourtant, derrière cette apparence de modération, il conservait une influence immense. Les décisions importantes passaient encore par lui, et ceux qui y siégeaient étaient les héritiers d'un monde ancien, profondément attachés à leurs privilèges. Les assemblées populaires furent également intégrées au système. Les citoyens pouvaient voter, s'exprimer, participer à la vie politique. Mais cette participation restait inégale. Tous les votes ne pesaient pas de la même manière, et ceux qui possédaient richesses et influence continuaient de dominer les décisions. Sur le papier, tout semblait équilibré, mais la réalité, comme toujours, refusait de se plier à la perfection des idées. Car très vite, des tensions apparurent. Elles ne venaient pas de l'extérieur, ni d'un ennemi aux frontières, mais du cœur même de la société romaine. 2 groupes se faisaient face, non pas comme des armées, mais comme 2 visions du monde inconciliables, les patriciens et les plébéiens. Les patriciens étaient les anciennes familles, celles dont les ancêtres avaient conseillé les rois, celles qui possédaient les terres, les richesses et surtout l'accès au pouvoir. Ils considéraient leur position comme naturelle, presque sacrée, un héritage qu'ils devaient préserver. Les plébéiens, eux, formaient la majorité, paysans, artisans, soldats. Ils travaillaient la terre, construisaient les routes, combattaient dans les légions. Sans eux, Rome n'aurait pas survécu. Et pourtant, ils étaient exclus des fonctions politiques les plus importantes, privés de droits essentiels et soumis à des lois qu'ils ne pouvaient ni consulter ni contester. Car ces lois, à l'époque, n'étaient pas écrites. Elles vivaient dans la mémoire des magistrats, interprétées selon leur volonté, souvent au détriment des plus faibles. C'était un pouvoir invisible, mais écrasant. La frustration grandit, lentement d'abord, puis avec une intensité croissante. Les plébéiens ne réclamaient pas la destruction du système, mais leur place en son sein. Ils voulaient être reconnus, protégés, entendus. En 494 avant notre ère, cette tension atteignit un point de rupture. Ce ne fut pas une révolte armée, ni une bataille sanglante. Ce fut quelque chose de plus radical encore, un retrait. Les plébéiens quittèrent Rome. Ils abandonnèrent leurs maisons, leurs ateliers, leurs postes dans l'armée. Ils montèrent sur une colline en dehors de la ville et refusèrent de revenir. C'était un geste simple, mais d'une puissance immense. Rome, privée de ses travailleurs et de ses soldats, ne pouvait fonctionner. La ville, soudain, se retrouva face à sa dépendance. Les patriciens, d'abord incrédules, durent rapidement accepter la réalité. Sans compromis, Rome risquait de s'effondrer de l'intérieur. Alors ils cédèrent. C'est ainsi que naquit une institution nouvelle, conçue non pas pour gouverner, mais pour protéger, le tribun de la plèbe. Ces hommes, élus parmi les plébéiens, étaient déclarés sacrés, intouchables. Quiconque leur portait atteinte commettait un crime contre la cité elle-même. Leur pouvoir était unique. Ils pouvaient s'opposer aux décisions des consuls, bloquer les lois injustes, défendre les citoyens contre les abus. Ce fut une victoire, mais une victoire partielle. Car si les plébéiens avaient obtenu une voix, ils n'avaient pas encore obtenu l'égalité. Le combat continua. Pendant des décennies, des générations entières poursuivirent cette lutte silencieuse, faite de revendications, de concessions, de tensions permanentes. Peu à peu, des avancées furent obtenues. Les lois, enfin, furent écrites.
Les 12 tables, gravées sur des plaques de bronze, furent exposées au cœur de Rome. Désormais, nul ne pouvait prétendre ignorer la loi, ni la manipuler en secret. Ce n'était pas une justice parfaite, mais c'était une justice visible. D'autres droits suivirent. Le mariage entre patriciens et plébéiens fut autorisé. L'accès aux magistratures s'ouvrit progressivement. Lentement, très lentement, l'écart se réduisit. Mais ce processus n'était ni linéaire, ni pacifique. Chaque avancée rencontrait des résistances. Chaque concession était négociée, contestée, parfois remise en question. Et pourtant, à travers ces conflits, quelque chose de nouveau prenait forme. Rome apprenait. Elle apprenait que la stabilité ne venait pas de l'absence de tension, mais de sa gestion. Que le pouvoir ne pouvait être figé, mais devait s'adapter. Que la force d'un État ne résidait pas seulement dans ses armées, mais dans sa capacité à intégrer les voix qui le composent. Et en 390 avant notre ère, le danger devint réalité. Une armée venue du nord, des Gaulois, descendit sur Rome comme une tempête. Les défenses cédèrent, la ville fut envahie, incendiée. Les rues, autrefois pleines de vie, se remplirent de cendres et de cris. Le Sénat lui-même fut massacré, ses membres refusant de fuir, préférant mourir dans la dignité de leurs fonctions. Seule la colline du Capitole résista, sauvée selon la légende par les oies sacrées de Junon, dont les cris alertèrent les défenseurs d'une attaque nocturne. Finalement, les Romains durent payer une rançon en or pour que les envahisseurs quittent la ville. Ce fut une humiliation profonde, une blessure qui ne cicatriserait jamais complètement. Mais de cette ruine naquit une détermination nouvelle. Rome se releva. Elle reconstruisit ses murs, réorganisa son armée, renforça ses institutions. Elle jura que jamais plus elle ne serait prise ainsi. Et elle n'était pas parfaite, elle était instable, souvent injuste, parfois violente, mais elle était vivante. Et c'est cette vitalité, nourrie de conflits et de compromis, qui allait bientôt pousser Rome au-delà de ses frontières. Car désormais, elle n'allait plus seulement survivre, elle allait conquérir. Rome ne devint pas maîtresse de l'Italie par un élan soudain, ni par une destinée écrite d'avance. Elle le devint lentement, à force d'échecs, de douleurs et d'obstination. Chaque colline, chaque vallée, chaque cité conquise fut le résultat d'un combat âpre, souvent incertain. Car la péninsule italienne n'était pas un territoire vide attendant d'être dominé. Elle était un monde déjà ancien, fragmenté en peuples fiers, enracinés dans leurs terres, jaloux de leur liberté. Au lendemain du sac gaulois, Rome n'était pas encore une puissance dominante. Elle était une survivante, une ville qui avait connu la peur, l'humiliation, et qui avait compris que sa survie dépendrait désormais de sa capacité à anticiper la menace plutôt qu'à y répondre. Ce changement, presque imperceptible au début, transforma profondément sa manière d'agir. Elle ne se contenta plus de défendre ses murs, elle regarda au-delà. Les premières années furent marquées par une succession de conflits désordonnés, presque chaotiques. Des escarmouches avec des tribus voisines, des affrontements avec des cités alliées devenues rivales, des guerres qui semblaient parfois surgir de querelles anciennes, de frontières floues, ou de simples malentendus amplifiés par l'orgueil. Mais peu à peu, à travers cette violence répétée, Rome apprit. Elle apprit à structurer ses armées, à adapter ses formations, à transformer ses défaites en leçons. Là où d'autres peuples voyaient dans l'échec une fin, les Romains y voyaient une étape. Ils revenaient encore et encore, plus disciplinés, plus organisés, plus déterminés. L'un des premiers grands tournants fut le conflit avec la Ligue latine. Ces cités, autrefois alliées, refusaient désormais la domination croissante de Rome. Elles se soulevèrent, espérant préserver leur autonomie. Mais Rome, désormais plus sûre d'elle, répondit avec une fermeté implacable. La guerre fut brève, mais décisive. À sa suite, Rome ne se contenta pas de vaincre. Elle transforma profondément la structure politique de la région. La Ligue latine fut dissoute, et chaque cité fut liée directement à Rome par des traités distincts. C'était une stratégie subtile, presque invisible, empêcher toute coalition, toute unité capable de contester son autorité. Certaines villes reçurent des privilèges, d'autres furent contraintes à des obligations strictes. Mais toutes furent intégrées dans un système qui, sans être égalitaire,
étaient suffisamment flexibles pour assurer leur loyauté. Rome ne cherchait pas à effacer les identités locales. Elle les absorbait, les réorganisait, les rendait dépendantes. À l'est, dans les montagnes escarpées du centre de l'Italie, un autre ennemi se dressait, les Samnites. Peuple rude, habitué à un terrain difficile, ils ne combattaient pas selon les règles des plaines ouvertes. Ils frappaient vite, disparaissaient, utilisaient les reliefs comme des armes. Les guerres samnites furent longues, épuisantes, marquées par des revers humiliants. À l'une des étapes les plus sombres, les légions romaines furent piégées dans un étroit défilé, aux fourches codines. Incapables de fuir, encerclées, elles furent contraintes de se rendre. Les soldats, désarmés, durent passer sous un joug symbolique, un geste de soumission qui marqua profondément la mémoire romaine. Cette humiliation ne fut pas oubliée. Elle devint un moteur. Rome revint, plus méthodique, plus prudente. Elle adapta ses tactiques, renforça ses alliances, construisit des routes pour déplacer ses troupes plus rapidement. Elle ne combattait plus seulement avec des armes, mais avec une vision. Les guerres samnites s'étendirent sur plusieurs générations. Elles ne furent pas une succession de batailles décisives, mais une usure lente, un affaiblissement progressif. Et à la fin, comme souvent, ce ne fut pas une victoire éclatante qui décida du sort des Samnites, mais leur incapacité à résister indéfiniment. Rome, elle, ne cessait jamais. Au sud, un autre défi attendait. Les cités grecques de la Magna Graecia, riches, cultivées, profondément attachées à leur héritage hellénique, regardaient Rome avec méfiance, parfois avec mépris. Elles voyaient en elle une puissance brute, sans raffinement, un peuple de soldats plutôt que de philosophes. Lorsque Rome menaça Tarente, l'une de ses cités, celle-ci appela à l'aide un roi venu d'au-delà de la mer, Pyrrhus d'Épire. Pyrrhus n'était pas un chef ordinaire. Il était héritier des traditions militaires d'Alexandre le Grand, formé à l'art de la guerre, confiant dans ses capacités. Lorsqu'il arriva en Italie, il apporta avec lui des éléphants de guerre, des formations disciplinées et une assurance que Rome n'avait encore jamais rencontrée. Les premières batailles furent à son avantage. Ses armées infligèrent de lourdes pertes aux Romains. Mais chaque victoire avait un coût immense. Ses troupes, loin de leur terre d'origine, ne pouvaient être remplacées facilement. Et face à lui, Rome continuait de mobiliser, de recruter, de revenir. Après une bataille particulièrement sanglante, Pyrrhus aurait prononcé ces mots devenus célèbres. « Encore une victoire comme celle-ci, et je suis perdu. » Il avait compris ce que beaucoup apprendraient trop tard. Rome pouvait perdre des batailles, mais elle ne perdait pas la guerre. Finalement, Pyrrhus se retira. Les cités grecques, isolées, durent se soumettre ou accepter des conditions dictées par Rome. Au milieu du IIIe siècle avant notre ère, la péninsule italienne n'était plus un ensemble de peuples indépendants. Elle était devenue un réseau complexe tissé par Rome. Certaines villes étaient pleinement intégrées, d'autres conservaient une autonomie partielle, mais toutes étaient liées à elle. Ce système n'était pas uniforme. Il était volontairement inégal, conçu pour empêcher toute unité contre Rome. Chaque cité regardait vers Rome, mais rarement vers ses voisines. C'était une domination sans uniformité, une autorité sans centralisation totale, et c'était précisément ce qui la rendait efficace. Rome possédait désormais quelque chose de nouveau, une réserve immense d'hommes. Des alliés, des citoyens, des soldats potentiels. Elle avait des routes pour les déplacer, des officiers pour les commander, une expérience forgée dans des décennies de guerre. Mais avec cette puissance nouvelle venait une nouvelle réalité. Au-delà de l'Italie, d'autres puissances existaient. Au sud, au-delà des eaux, une cité dominait la mer, une cité riche, ancienne, tournée vers le commerce et la navigation. Une cité dont les ports étaient pleins de navires et les marchés remplis de richesses venues de terres lointaines. Carthage. Pendant un temps, Rome et Carthage s'étaient ignorées, chacune concentrée sur son propre monde. Mais désormais, leur sphère d'influence se rapprochait dangereusement. Entre elles se trouvait une île, la Sicile. Fertile, stratégique, convoitée. Et comme souvent dans l'histoire, ce ne furent pas les grandes puissances elles-mêmes qui déclenchèrent le conflit, mais un événement plus petit, presque insignifiant à première vue. Une étincelle. Mais une étincelle suffisante pour embraser tout un siècle.
Rome avait appris à conquérir la terre. Elle allait désormais apprendre à conquérir le monde. Au moment où Rome posait enfin un regard assuré sur l'ensemble de la péninsule italienne, une autre puissance observait depuis l'horizon des mers. Carthage n'était pas une cité comme les autres. Elle n'avait pas grandi à coups de légions ni de routes pavées, mais grâce au vent, aux voiles et aux échanges. Ses ports bruissaient de langues étrangères, ses quais débordaient de marchandises venues d'Espagne, d'Afrique, de Sicile et au-delà. Là où Rome bâtissait des alliances sur la terre, Carthage tissait son influence sur les flots. Pendant un temps, les deux puissances coexistèrent dans une méfiance distante. Elles se savaient fortes, mais éloignées. Rome regardait vers l'intérieur des terres, Carthage vers les routes maritimes. Mais l'équilibre était fragile, et entre elles se dressait une île qui allait tout changer. La Sicile. Riche, fertile, stratégiquement placée au cœur de la Méditerranée, elle était une clé. Une clé que ni Rome ni Carthage ne pouvaient ignorer éternellement. Ce ne fut pourtant pas une déclaration de guerre solennelle qui déclencha le conflit, mais un enchaînement de décisions prises dans l'urgence, presque dans l'hésitation. À Messine, une troupe de mercenaires s'était emparée de la ville et se trouvait menacée par des forces locales. Ils appelèrent à l'aide. Carthage répondit en premier, envoyant une garnison. Mais Rome, voyant une présence carthaginoise si proche de ses côtes, hésita, puis décida d'intervenir. Ce choix, né plus de la prudence que de l'ambition, ouvrit une porte qui ne se refermerait plus. La première guerre punique commença. Elle opposa deux mondes profondément différents. Carthage dominait la mer, forte de siècles d'expérience navale. Rome, elle, n'était encore qu'une puissance terrestre, peu habituée aux batailles maritimes. Mais comme souvent, elle ne recula pas devant l'inconnu. Elle apprit. En observant les navires ennemis capturés, les Romains construisirent leur propre flotte. Ils entraînèrent leurs équipages avec une rigueur implacable. Mais surtout, ils transformèrent la nature même du combat naval. Grâce à un dispositif ingénieux, le Corvus, une passerelle munie de crochets, ils firent de la mer une extension du champ de bataille terrestre. Les affrontements devinrent des mêlées, des combats au corps à corps, où la discipline des légions pouvait s'exprimer. La guerre dura plus de 20 ans. Victoires et défaites s'enchaînèrent. Les tempêtes engloutirent des flottes entières, les villes changeaient de main, les alliances se faisaient et se défaisaient. La Sicile devint un champ de ruines, témoin silencieux d'un conflit qui semblait ne jamais vouloir finir. Mais Rome persista. Et en 241 avant notre ère, après une dernière victoire navale décisive, Carthage demanda la paix. Les conditions imposées furent sévères. La Sicile devint la première province romaine hors d'Italie. C'était plus qu'une conquête, c'était un changement de nature. Rome avait franchi la mer. Mais la paix qui suivit n'était qu'une pause. Carthage, affaibli, chercha à reconstruire sa puissance ailleurs, notamment en Espagne. Là, elle trouva des ressources, des hommes et une nouvelle génération de commandants déterminés à restaurer l'honneur perdu. Parmi eux, un nom allait bientôt résonner avec une intensité presque mythique. Hannibal. Fils d'un général carthaginois, il grandit dans l'ombre de la défaite, nourri par une haine transmise comme un héritage. On raconte qu'enfant, il prêta serment de ne jamais être l'ami de Rome. Ce serment, il ne l'oublia jamais. En 218 avant notre ère, il passa à l'action. Plutôt que d'attaquer par mer, comme on aurait pu s'y attendre, Hannibal choisit l'impossible. Il quitta l'Espagne avec une armée composite, traversa les Pyrénées, franchit des fleuves, puis se lança dans une entreprise que même ses ennemis n'osaient imaginer. Il traversa les Alpes. Le froid, les avalanches, les embuscades décimèrent ses troupes. Mais ceux qui atteignirent l'Italie étaient endurcis, déterminés, et portaient avec eux une surprise que Rome n'avait jamais anticipée. La guerre était arrivée sur son sol. Les premières batailles furent des désastres pour Rome. À la Trébia, au lac Trasimène, puis à Cannes, Hannibal démontra un génie stratégique exceptionnel. À Cannes en particulier, il réussit à encercler et anéantir une armée romaine bien plus nombreuse. Des dizaines de milliers de soldats tombèrent en une seule journée. Rome vacilla. Ses alliés commencèrent à douter. Certaines cités du sud firent défection. La peur s'installa, silencieuse mais profonde. Et pourtant, Rome ne céda pas.
Elle refusa de négocier, refusa de se soumettre. Au lieu de chercher une victoire immédiate, elle changea de stratégie. Sous l'impulsion de Fabius Maximus, elle adopta une guerre d'usure, éviter les grandes batailles, harceler l'ennemi, couper ses lignes de ravitaillement. Hannibal resta en Italie pendant plus de 15 ans, invaincu, mais isolé. Pendant ce temps, Rome frappait ailleurs. En Espagne, un jeune général se distingua, Publius Cornelius Scipion. Il reprit les territoires carthaginois, affaiblit leurs ressources, puis porta la guerre en Afrique elle-même. Carthage, menacée, rappela Hannibal. Le choc final eut lieu en 202 avant notre ère, à Zama. Cette fois, les rôles étaient inversés. Scipion, ayant appris des tactiques de son adversaire, sut contrer les éléphants, briser les lignes ennemies et imposer la victoire. Hannibal fut vaincu. Carthage, une fois encore, dut accepter des conditions humiliantes. Elle perdit sa flotte, son indépendance militaire, et devint une puissance soumise. Rome, elle n'était plus seulement une puissance régionale. Elle dominait désormais la Méditerranée occidentale. Mais ce triomphe avait un prix. Car en survivant à Hannibal, Rome avait appris quelque chose d'essentiel, sa propre résilience. Mais dans l'ombre de cette victoire, une autre vérité commençait à émerger. Rome ne combattait plus seulement pour survivre. Elle commençait à combattre pour dominer. Et cela allait tout changer. Lorsque le silence retomba après la défaite de Carthage, il ne fut pas celui d'un monde apaisé, mais celui d'un monde transformé. Rome avait survécu à une menace qui aurait pu l'anéantir, et dans cette survie, elle avait découvert une vérité nouvelle. Elle était désormais la puissance dominante de son univers. Ce qui avait commencé comme une lutte pour exister était devenu une marche vers la domination. Les frontières de la République ne cessaient de s'étendre. À l'ouest, l'Espagne tombait peu à peu sous contrôle romain. À l'est, les royaumes issus de l'héritage d'Alexandre le Grand attiraient désormais l'attention du Sénat. La Grèce, autrefois admirée comme une source de culture et de savoir, devenait à son tour un territoire d'intervention. Les guerres macédoniennes ouvrirent les portes de ce monde ancien et en 146 avant notre ère, la chute de Corinthe marqua symboliquement la fin de l'indépendance grecque. La même année, Carthage fut détruite une dernière fois. Ce ne fut plus une guerre, mais une exécution. La cité résista avec une détermination désespérée, enfermée dans ses murs, consumée par la faim et le feu. Lorsque les Romains pénétrèrent enfin dans la ville, ils avancèrent maison par maison, rue par rue, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les survivants furent réduits en esclavage. Les pierres elles-mêmes semblèrent porter le poids de la destruction. Rome était désormais seule. Deux grandes puissances, Carthage à l'ouest, la Grèce à l'est, avaient été réduites au silence. La Méditerranée commençait à ressembler à un espace romain, un bassin dominé non par des rivaux, mais par une seule volonté. Mais ce triomphe apporta avec lui des transformations profondes, invisibles au premier regard. La richesse afflua. L'or, l'argent, les œuvres d'art, les esclaves, les ressources agricoles, tout convergea vers Rome. Les généraux revenaient de campagne chargés de trésors, leurs triomphes célébrés dans les rues, leurs noms gravés dans la mémoire collective. Le forum se remplissait de monuments, de statues, de témoignages de victoires lointaines. Mais derrière cette prospérité apparente, quelque chose se déréglait. Car la richesse ne se répartissait pas également. Les grandes familles déjà puissantes devinrent immensément riches. Elles achetèrent des terres en quantité, transformant les campagnes en vastes domaines appelés latifundia. Ces terres n'étaient plus travaillées par des citoyens, mais par des esclaves capturés lors des conquêtes. Le travail devint impersonnel, massif, déconnecté des anciennes traditions. Pendant ce temps, les petits paysans qui formaient autrefois le cœur de la République se retrouvaient en difficulté. Beaucoup avaient quitté leurs terres pour servir dans les légions, combattant loin de chez eux pendant des années. À leur retour, ils trouvaient leurs champs abandonnés, ruinés ou vendus pour rembourser des dettes. Sans terre, sans ressources, ils affluaient vers la ville. Rome changeait. Elle devenait une métropole dense, agitée, remplie d'une population nouvelle, déracinée, dépendante. Ces hommes n'étaient plus des citoyens indépendants, mais des masses urbaines, vivant de petits travaux, de distribution de blé et des promesses de ceux qui cherchaient leur soutien.
Le lien entre le citoyen et la terre, fondement ancien de la République, se brisait peu à peu. Et avec lui, un équilibre fragile disparaissait. Le Sénat, dominé par les élites, observait ces changements avec une inquiétude mêlée de résistance, car toute réforme menaçait directement leurs intérêts. Pourtant, certains comprirent que l'inaction pouvait être plus dangereuse encore. Parmi eux, deux frères allaient marquer l'histoire, Tiberius et Gaius Gracchus. Issus d'une famille noble, ils n'étaient pas des révolutionnaires au sens moderne. Ils étaient des réformateurs, convaincus que la République pouvait être sauvée si elle retrouvait un certain équilibre. Tiberius, le premier, proposa une réforme agraire. Il voulait redistribuer les terres publiques accaparées illégalement par les riches et les rendre aux citoyens pauvres. C'était une idée simple, presque évidente. Mais elle déclencha une tempête. Le Sénat s'opposa violemment, non seulement parce que cela menaçait leur possession, mais aussi parce que Tiberius contournait les traditions en s'adressant directement au peuple. Il ne jouait pas selon les règles implicites du pouvoir. Lorsqu'il tenta de se faire réélire, un acte perçu comme dangereux, la tension explosa. Il fut tué. Pas sur un champ de bataille, mais au cœur de Rome, frappé par des hommes qui prétendaient défendre la République. Son corps fut jeté dans le Tibre. Un geste brutal, symbolique, comme pour effacer jusqu'à son souvenir. Mais les idées ne disparaissent pas aussi facilement. 10 ans plus tard, Gaius Gracchus reprit le flambeau. Plus charismatique, plus ambitieux, il proposa des réformes plus larges, redistribution des terres, baisse du prix du blé, extension des droits aux alliés italiens, réforme des tribunaux. Pendant un temps, il réussit. Le peuple le soutenait, ses idées circulaient, l'espoir renaissait. Mais le Sénat, désormais plus prudent, choisit une autre stratégie. Plutôt que d'affronter directement Gaius, il soutint des opposants, fragmenta son soutien, attendit le moment. Lorsque la violence éclata, elle fut totale. Le Sénat déclara l'état d'urgence, autorisant l'usage de la force pour protéger la République. Gaius, traqué, choisit la mort plutôt que la capture. Ses partisans furent exécutés. Encore une fois, le sang coula dans les rues de Rome. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La violence n'était plus un accident. Elle devenait un outil politique. La République, autrefois fondée sur l'équilibre et le compromis, entrait dans une nouvelle phase, plus sombre, plus instable. Dans ce climat émergèrent de nouvelles figures. Des hommes qui comprirent que le pouvoir ne passait plus seulement par les institutions, mais par le soutien du peuple et celui de l'armée. Gaius Marius fut l'un des premiers à incarner ce changement. Il réforma l'armée, ouvrant ses rangs aux citoyens pauvres, leur offrant équipements, soldes et la promesse de terre après leur service. Mais en échange, ces soldats ne dépendaient plus de l'État. Ils dépendaient de lui. Leur loyauté changea de nature. Et avec elle, l'équilibre du pouvoir. Puis vint Sylla. Aristocrate, ambitieux, déterminé. Lorsque le conflit éclata entre lui et Marius pour le commandement d'une guerre à l'Est, Sylla fit quelque chose d'impensable. Il marcha sur Rome. Pour la première fois, une armée romaine pénétrait dans la ville, non pour la défendre, mais pour la contrôler. Ce geste brisa un tabou. Il montra que la force pouvait supplanter la loi. Les années qui suivirent furent marquées par des purges, des exécutions, des listes de proscription où les noms des ennemis étaient affichés publiquement, condamnant ceux qui y figuraient à la mort. La République existait encore. Ses institutions fonctionnaient encore. Mais son esprit s'était fissuré. Le pouvoir n'était plus seulement partagé. Il était contesté. Et dans cette contestation, une nouvelle idée commençait à prendre racine. Peut-être que Rome n'avait plus besoin d'un équilibre. Peut-être qu'elle avait besoin d'un maître. Dans les rues de Rome, quelque chose avait changé. Et même ceux qui refusaient de le reconnaître pouvaient en sentir le poids. Les pierres du forum, autrefois témoins de débats et de lois, semblaient désormais porter la mémoire des cris, des poursuites, du sang versé au nom d'un ordre qui n'existait plus vraiment. La République survivait, oui, mais comme un corps blessé qui continue de marcher sans comprendre qu'il est déjà en train de mourir. C'est dans cet espace incertain qu'apparut une figure destinée à redéfinir le destin de Rome.
Caius Julius César. Son nom n'était pas inconnu. Il appartenait à une vieille famille patricienne, liée selon la tradition aux origines même de la cité et aux dieux. Mais à ses débuts, ce nom n'était qu'un héritage parmi d'autres, sans pouvoir réel, sans richesse exceptionnelle. Ce qui distinguait César n'était pas ce qu'il possédait, mais ce qu'il comprenait. Il avait grandi dans une Rome troublée, marquée par les purges de Sylla, témoin des alliances fragiles et des ambitions dévorantes. Il avait appris très tôt que le pouvoir n'était pas une question de droit, mais d'opportunité. Et il avait décidé de ne jamais attendre qu'on le lui donne. César était tout à la fois orateur brillant, stratège habile, homme d'une énergie inépuisable. Il savait séduire, convaincre, manipuler. Il comprenait le peuple, parlait sa langue, flattait ses attentes. Mais il savait aussi naviguer dans les cercles du pouvoir, construire des alliances, attendre le moment juste. Car à Rome, désormais, personne ne montait seul. C'est ainsi qu'il s'associa à deux des hommes les plus puissants de son temps. Une alliance informelle, presque secrète, mais redoutablement efficace. Ensemble, ils formaient un équilibre instable, chacun cherchant à tirer avantage de l'autre tout en évitant l'affrontement direct. En 59 avant notre ère, César devint consul. Ce n'était qu'un début. Il utilisa sa position pour faire passer des lois favorables à ses alliés, pour renforcer son image auprès du peuple, pour affaiblir ceux qui s'opposaient à lui. Mais il savait que le véritable pouvoir ne se trouvait pas dans les murs de Rome. Il se trouvait dans les armées. À la fin de son mandat, il obtint le commandement de la Gaule. Une terre vaste, encore largement indépendante, peuplée de tribus diverses, souvent divisées, mais capable de résister avec une détermination farouche. Pendant près de 10 ans, César mena campagne. Il affronta des coalitions, traversa des fleuves, construisit des ponts en quelques jours, assiégea des villes, brisa des alliances. Il ne se contenta pas de conquérir, il transforma la guerre en récit. Ses commentaires envoyés à Rome racontaient ses exploits avec une précision et une élégance qui le rendaient presque mythique. Le peuple l'admirait. Ses soldats l'adoraient. Et pendant ce temps, son pouvoir grandissait. Mais à Rome, cette ascension inquiétait. Ses anciens alliés devenaient méfiants. Le Sénat voyait en lui une menace, un homme trop puissant, trop populaire, trop indépendant. Lorsque son mandat arriva à sa fin, on lui ordonna de rentrer. Sans son armée. C'était une exigence claire, mais aussi un piège. Car sans ses légions, César perdrait sa protection, son influence, peut-être même sa vie. Alors, il hésita. Peut-être. Ou peut-être avait-il déjà décidé. En 49 avant notre ère, il se dirigea vers une petite rivière. Le Rubicon. Ce n'était qu'un cours d'eau modeste, presque insignifiant, mais il marquait une frontière. La ligne entre la province et l'Italie, entre l'autorité militaire et la légalité civile. La franchir avec une armée était un acte de rébellion. César le savait. Et pourtant, il avança. Le moment fut bref, mais chargé d'une intensité presque irréelle. Il aurait prononcé quelques mots, simples et définitifs. Le sort en est jeté. Et avec ce geste, il brisa ce qui restait de la République. La guerre civile éclata. Son principal rival quitta Rome, rassembla ses forces en Grèce. César le poursuivit. Les deux armées se rencontrèrent à Pharsale. César, bien que numériquement inférieur, l'emporta. Son ennemi s'enfuit, cherchant refuge en Égypte. Mais là-bas, il trouva la mort. Lorsque César arriva, on lui présenta sa tête. Il ne triompha pas. Il pleura. Peut-être sincèrement, peut-être par calcul. Mais dans ce geste, il montrait qu'il ne voulait pas être vu comme un simple conquérant. Il voulait être plus. En Égypte, il rencontra Cléopâtre. Reine, stratège, femme d'une intelligence et d'un charisme remarquables. Leur alliance fut politique, mais aussi personnelle. Ensemble, ils partagèrent des projets, des visions, des ambitions qui dépassaient les frontières de Rome. Mais César ne pouvait rester loin. De retour dans la capitale, il trouva un monde sans opposition réelle. Il fut nommé dictateur. D'abord pour une durée limitée, puis pour 10 ans, puis à vie. Il entreprit des réformes,
calendrier, distribution des terres, organisation des provinces. Il tenta de stabiliser un système qui avait perdu son équilibre. Mais plus il accumulait de pouvoir, plus la peur grandissait. Car même s'il refusait le titre de roi, tout en lui y ressemblait. Ses statuts, ses honneurs, son autorité absolue. Pour certains, il n'était plus un sauveur. Il était une menace. Le 15 mars 44 avant notre ère, il entra au Sénat. Il savait peut-être. Ou peut-être refusait-il de croire. Autour de lui, des hommes qu'il connaissait, qu'il avait aidés, qu'il avait pardonnés. Ils s'approchèrent. Puis des lames sortirent. Un coup. Puis un autre. Encore un. Plus de 20 blessures. Il tomba. Au pied d'une statue de son ancien rival. Ironie ou destin? La République pensait se sauver. Mais en tuant César, elle ne fit qu'ouvrir une plaie plus profonde. Car désormais, il n'y avait plus de retour possible. Ce qui allait suivre ne serait pas une restauration. Ce serait une transformation. Et Rome, une fois encore, allait devoir se réinventer. Après la mort de César, Rome ne retrouva ni l'ordre ni la liberté que ses assassins avaient cru restaurer. Au contraire, un vide s'ouvrit, profond, instable, comme si la République, privée de celui qui l'avait dominée, révélait soudain qu'elle ne savait plus se gouverner elle-même. Les rues se remplirent de rumeurs, de regards inquiets, d'attentes silencieuses. Le meurtre n'avait pas libéré la cité, il l'avait désorientée. Les conspirateurs, persuadés d'avoir sauvé la République, découvrirent rapidement qu'ils avaient sous-estimé le peuple. Car Rome ne célébra pas leur geste. Elle pleura César. Dans le forum, la foule se rassembla. Les voix se mêlaient, confuses, hésitantes, jusqu'à ce qu'un homme s'avance pour parler. Marc-Antoine, fidèle de César, prit la parole avec une intensité qui traversa la foule comme une onde. Il ne se contenta pas de dénoncer les meurtriers, il montra. Il évoqua les victoires, les réformes, les promesses. Et surtout, il révéla le testament. César léguait une partie de sa fortune au peuple. Un geste simple, mais puissant. Puis Antoine montra la toge ensanglantée. Et la colère s'enflamma. Rome ne voulait pas le retour de la République. Elle voulait justice. Les conspirateurs furent contraints de fuir. La ville n'était plus un lieu sûr pour eux. Mais leur chute ne signifiait pas encore la stabilité, car la question essentielle restait entière. Qui allait maintenant gouverner? C'est alors qu'un nom, encore peu connu, entra dans l'histoire. Caius Octavius. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, que César avait désigné comme son héritier. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il ne resta pas en retrait. Il traversa la mer, arriva à Rome, sans éclat, sans armée, sans autorité apparente. Mais il y avait quelque chose d'essentiel. Un nom. Et avec ce nom, une légitimité. Octave ne chercha pas à s'imposer immédiatement. Il observa, apprit, négocia. Là où d'autres auraient crié, il attendit. Là où d'autres auraient défié, il s'adapta. Il comprenait que le pouvoir à Rome ne se prenait plus seulement par la force, mais par la perception. Peu à peu, il se rapprocha de Marc-Antoine. Non par confiance, mais par nécessité. Avec un troisième homme, ils formèrent une alliance officielle, le second triumvirat. Contrairement aux accords informels du passé, celui-ci était reconnu par la loi. Leur mission était claire, rétablir l'ordre et punir les assassins de César. Mais leur méthode fut brutale. Des listes furent publiées. Des noms. Des citoyens condamnés sans procès. Les proscriptions revinrent, comme une ombre du passé. Des hommes furent exécutés, leurs biens confisqués. Parmi eux, Cicéron, célèbre orateur, symbole d'une république qui s'éteignait. La vengeance était devenue un outil politique. Finalement, les triumvirs affrontèrent les forces des conspirateurs en Macédoine. À Philippe, la bataille décida du sort de la République. Brutus et Cassius furent vaincus. Ils choisirent la mort. Avec eux disparaissait le dernier espoir d'un retour au passé. Mais la victoire n'apporta pas la paix. Car une fois l'ennemi commun éliminé, les tensions internes réapparurent. Octave et Marc-Antoine se partagèrent le monde romain. L'un contrôlait l'ouest, l'autre l'est.
Au début, cet équilibre tint, mais il ne pouvait durer. Antoine, installé en Égypte, se rapprocha de Cléopâtre. Leur relation, à la fois politique et personnelle, devint un sujet de scandale à Rome. Octave sut exploiter cette image. Il présenta son rival non comme un Romain, mais comme un homme séduit, corrompu par une reine étrangère. Peu à peu, il construisit son récit. Lui, défenseur des traditions. Antoine, traître à Rome. Le conflit devint inévitable. En 31 avant notre ère, leurs flottes se rencontrèrent près d'Axium. La bataille fut décisive. Octave l'emporta. Antoine et Cléopâtre s'enfuirent, puis choisirent la mort plutôt que la capture. Avec eux disparaissait le dernier obstacle. Octave resta seul. Mais il ne fit pas l'erreur de César. Il ne se proclama pas roi. Il comprit que Rome ne pouvait accepter une monarchie déclarée. Alors, il choisit une autre voie. Plus subtile, plus durable. Il rendit officiellement le pouvoir au Sénat, tout en le conservant en réalité. Il accepta des titres, des honneurs, des responsabilités qui, cumulées, lui donnaient une autorité absolue. En 27 avant notre ère, il reçut un nouveau nom. Auguste. Ce mot n'était pas seulement un titre, c'était une transformation. Il n'était plus simplement un homme, il devenait une figure au-dessus des autres, presque sacrée, mais sans jamais revendiquer ouvertement la royauté. Il se présenta comme le premier citoyen, le princeps. Mais en vérité, il était bien plus. Sous son règne, Rome changea profondément. Après des décennies de guerre civile, la paix s'installa. Une paix contrôlée, organisée, maintenue par la force, mais une paix réelle. Des frontières furent sécurisées, les routes développées, les villes embellies. Auguste disait avoir trouvé Rome en briques et l'avoir laissée en marbre. Ce n'était pas seulement une image, c'était une réalité visible. Mais plus encore que les bâtiments, il transforma les institutions. Il réorganisa l'armée, la rendant loyale à l'État plutôt qu'aux généraux. Il créa des structures administratives capables de gérer un territoire immense. Rome n'était plus une république. Elle était devenue un empire. Sans l'avouer, sans le proclamer. Mais dans les faits, le pouvoir appartenait désormais à un seul homme. Et les Romains, fatigués des conflits, acceptèrent ce changement. Ils avaient échangé la liberté politique contre la stabilité. Et pour beaucoup, c'était un prix acceptable. Lorsque Auguste mourut, après plus de 40 ans de règne, il laissa derrière lui un monde transformé. Un système qui semblait solide, capable de survivre à son créateur. Mais une question persistait. Qui viendrait après lui? Car si un homme pouvait créer un empire, il n'était pas certain qu'un autre puisse le maintenir. Lorsque Auguste s'éteignit, Rome retint son souffle, comme un corps privé soudain de son cœur. Pendant plus de 40 années, il avait été plus qu'un dirigeant. Il avait été une constante, une présence presque naturelle autour de laquelle tout s'organisait. Sa mort ne provoqua ni chaos immédiat, ni effondrement, mais elle fit surgir une inquiétude profonde, silencieuse. Car derrière la stabilité qu'il avait bâtie se cachait une fragilité essentielle, celle de la succession. Le pouvoir impérial n'avait jamais été clairement défini. Il reposait sur un équilibre subtil entre apparence républicaine et autorité personnelle. Tant qu'Auguste vivait, cet équilibre tenait, mais sans lui, il devenait incertain. Le choix se porta sur Tibère, son fils adoptif. Tibère n'était pas un homme sans mérite. Général expérimenté, administrateur compétent, il connaissait les mécanismes de l'Empire. Mais il n'avait ni le charisme, ni la légèreté d'Auguste. Là où son prédécesseur séduisait, Tibère se méfiait. Là où Auguste apaisait, Tibère se repliait. Au début de son règne, l'Empire resta stable. Les frontières furent maintenues, les institutions continuèrent de fonctionner, les provinces restèrent calmes. Mais à Rome même, un malaise s'installa. Tibère faisait peu confiance. Il voyait des complots là où il n'y avait parfois que des murmures. Il s'entoura d'informateurs, donna du pouvoir à la garde prétorienne et laissa peu à peu s'installer un climat de suspicion. Les accusations de trahison se multiplièrent. Être proche du pouvoir devenait dangereux. Finalement, il se retira. Il quitta Rome pour l'île de Capri,
laissant le gouvernement entre les mains de ses représentants. Cette distance, loin d'apaiser les tensions, les amplifia. Le pouvoir devint opaque, imprévisible. À sa mort, en 37 de notre ère, le peuple accueillit son successeur avec espoir. Caligula. Jeune, charismatique, fils d'un général aimé, il semblait incarner un renouveau. Les premiers mois de son règne furent prometteurs. Il accorda des grâces, distribua des dons, organisa des jeux somptueux. Rome respirait à nouveau. Puis, quelque chose bascula. Peut-être une maladie, peut-être le poids du pouvoir, peut-être des blessures anciennes jamais refermées. Caligula changea. Il devint imprévisible, extravagant, cruel. Il exigea d'être vénéré comme un dieu, humilia les sénateurs, dépensa des fortunes en caprices. Le pouvoir, entre ses mains, devenait spectacle. Et le spectacle tournait à la terreur. Après 4 années, sa propre garde mit fin à son règne. Il fut assassiné dans un couloir du palais, victime de ceux qui, autrefois, avaient juré de le protéger. Sa mort plongea Rome dans une confusion soudaine. Mais l'Empire, désormais, ne pouvait plus se passer d'un empereur. La garde prétorienne trouva un homme caché derrière un rideau. Claude. On ne l'attendait pas, on ne le respectait pas. Boiteux, bègue, passionné d'histoire, il avait passé sa vie dans l'ombre, écarté des responsabilités. Et pourtant, il devint empereur. Ce choix, presque accidentel, révéla une vérité nouvelle. Le pouvoir ne dépendait plus uniquement du Sénat. Il dépendait de l'armée. Claude, malgré les doutes, se révéla capable. Il administra avec sérieux, réforma la bureaucratie, étendit l'accès à la citoyenneté. Il lança même une campagne ambitieuse, la conquête de la Bretagne, une terre lointaine, souvent considérée comme inaccessible. Sous son règne, l'Empire continua de fonctionner. Mais la stabilité restait fragile. Car au cœur du pouvoir, les intrigues ne cessaient jamais. Sa vie personnelle en fut la preuve. Mariage, trahison, manipulation. Sa dernière épouse, Agrippine, joua un rôle décisif. Elle plaça son fils au centre du pouvoir. Néron. À la mort de Claude, probablement empoisonné, Néron devint empereur. Il était jeune. Au début, il ne gouverna pas seul. Des conseillers expérimentés l'entouraient, guidant ses décisions, tempérant ses impulsions. Pendant un temps, l'Empire connut une relative stabilité. Mais comme avant lui, Néron changea. Il ne voulait pas seulement régner, il voulait être admiré. Il se voyait artiste, poète, musicien. Il chantait sur scène, participait à des courses, recherchait l'attention comme une nécessité. Rome devint son théâtre. Puis vint le feu. En 64, un incendie ravagea une grande partie de la ville. Les flammes consumèrent maisons, temples, quartiers entiers. Le chaos s'étendit pendant des jours. Les regards se tournèrent vers l'empereur. Certains l'accusèrent. Pour détourner la colère, Néron désigna un coupable. Les chrétiens. Encore peu nombreux, souvent incompris, ils devinrent la cible de persécutions violentes. Tortures, exécutions publiques, spectacles cruels, la peur se mêlait à la fascination. Mais la confiance était brisée. Néron devint de plus en plus isolé. Il élimina ses opposants, y compris au sein de sa propre famille. Il tua sa mère, ses épouses, quiconque semblait représenter une menace. Finalement, les provinces se rebellèrent. Les légions, loin de Rome, proclamèrent d'autres dirigeants. Abandonné, traqué, Néron s'enfuit et mit fin à ses jours. Avec lui s'éteignait la dynastie fondée par Auguste. Rome, une fois encore, se retrouvait face à l'incertitude. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'Empire ne dépendait plus d'une famille. Il existait désormais indépendamment de ceux qui le dirigeaient. Le trône pouvait être vacant. Le pouvoir pouvait changer de main. Mais la structure restait. Rome n'était plus une idée fragile. Elle était devenue une réalité. Et cette réalité allait devoir apprendre à survivre à ceux qui la gouvernaient. Après les excès, les violences et les incertitudes qui avaient suivi la mort de Néron, l'Empire entra dans une période de transition agitée, comme un corps cherchant à retrouver son équilibre après une longue fièvre. L'année qui suivit fut marquée par une succession rapide de prétendants, chacun porté au pouvoir par ses légions,
chacun renversé avec la même brutalité. Le trône impérial, autrefois symbole de continuité, devint un enjeu disputé, fragile, presque interchangeable. Mais de ce tumulte émergea finalement une figure différente. Vespasien. Il n'était pas issu des grandes familles les plus prestigieuses, ni façonné par les intrigues de la cour. Il était un homme de terrain, un soldat, un administrateur pragmatique. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'il réussit là où d'autres avaient échoué. Sous son règne, Rome retrouva une forme de stabilité, non pas une paix éclatante ou idéale, mais une stabilité solide, construite sur la discipline et le bon sens. Il réorganisa les finances, mit fin aux dépenses excessives et lança des projets destinés à redonner confiance au peuple. Parmi eux, un monument s'éleva au cœur de la ville. Le Colisée. Construit sur les vestiges du palais de Néron, il symbolisait un retour au peuple. Là où un empereur avait construit pour lui-même, Vespasien bâtissait pour tous. Ce lieu de spectacle, de combat et de rassemblement incarnait à la fois la puissance de Rome et sa capacité à transformer ses erreurs en symboles. Après lui, son fils Titus régna brièvement, marqué par des événements tragiques, l'éruption du Vésuve qui ensevelit Pompéi et Herculanum et un incendie à Rome. Pourtant, il fut aimé pour sa compassion, sa capacité à répondre aux crises avec humanité. Puis vint Domitien. Plus autoritaire, plus méfiant, il renforça le pouvoir impérial, parfois au détriment du Sénat. Son règne, bien qu'efficace sur certains aspects, se termina par un assassinat, rappel brutal que même au sommet, nul n'était à l'abri. Mais après ces années encore incertaines, quelque chose de rare se produisit. Un équilibre. Le Sénat et l'armée, pour une fois en accord, choisirent un empereur non pour son sang, mais pour ses capacités. Nerva. Il était âgé, prudent, sans ambition démesurée. Mais surtout, il prit une décision qui allait changer l'histoire. Il adopta un successeur choisi pour sa compétence. Trajan. Avec lui commença une période que les générations futures appelleraient l'âge des 5 bons empereurs. Trajan incarna la puissance romaine à son apogée. Sous son commandement, l'Empire atteignit son extension maximale. Il conquit la Dacie, apportant à Rome d'immenses richesses, puis étendit son influence jusqu'aux confins de l'Orient. Mais il ne fut pas seulement un conquérant. Il fut aussi un administrateur juste, attentif aux provinces, respecté par ses soldats comme par ses citoyens. Après lui, Hadrien choisit une autre voie. Il comprit que l'expansion infinie n'était pas viable. Un empire trop vaste risquait de se briser sous son propre poids. Alors il consolida plutôt qu'il n'étendit. Il voyagea à travers les provinces, inspecta les frontières, renforça les défenses. En Bretagne, il fit ériger un mur. Non pour conquérir, mais pour délimiter. Un symbole de transition. Rome ne cherchait plus seulement à grandir, mais à durer. Antonin le Pieux poursuivit cette stabilité. Son règne fut calme, presque silencieux. Peu de guerres, peu de crises, une administration efficace, une justice renforcée. Ce fut une période où l'Empire fonctionnait avec une fluidité rare. Puis vint Marc Aurèle. Philosophe sur le trône. Homme de réflexion dans un monde de conflits. Son règne ne fut pas paisible. Des invasions, des épidémies, des tensions constantes aux frontières. Mais il affronta ces défis avec une détermination calme, presque stoïque. Il partagea les difficultés de ses soldats, écrivit ses pensées dans des moments de solitude, cherchant à comprendre le sens du devoir dans un monde incertain. Sous ses empereurs, Rome atteignit son apogée. La Pax Romana. Une paix longue de près de 2 siècles. Mais cette paix n'était pas une absence de violence. Elle était une maîtrise. Un équilibre maintenu par la force, par la présence constante des légions, par une administration capable de relier des territoires immenses. L'Empire s'étendait sur 3 continents. Des millions de personnes vivaient sous son autorité. Des cultures différentes, des langues multiples, des traditions variées, et pourtant, un certain ordre existait. Les routes reliaient des villes. Les lois structuraient la société. Le commerce circulait. Dans les grandes cités, la vie suivait un rythme presque familier. Les marchés bruissaient de voix, les thermes accueillaient les citoyens, les théâtres résonnaient de spectacles.
Les riches vivaient dans des villas décorées, les plus modestes dans des immeubles étroits, serrés les uns contre les autres. Dans les provinces, Rome s'adaptait. Elle n'imposait pas toujours ses coutumes, elle absorbait, mélangeait, transformait. En Gaule, en Égypte, en Syrie, chaque région gardait une part de son identité tout en participant à un ensemble plus vaste. Mais sous cette stabilité, des tensions existaient. Les inégalités persistaient. L'esclavage restait massif. Les croyances évoluaient. Parmi elles, une foi nouvelle se répandait lentement. Le christianisme. Discret, souvent persécuté, il portait une vision différente du monde, une vision qui ne reposait pas sur la puissance, mais sur la foi, la souffrance, l'espérance. Pour l'instant, il restait marginal. Mais il grandissait. Et avec lui, un autre changement silencieux se préparait. Car aucun âge d'or ne dure éternellement. Lorsque Marc Aurèle mourut, il prit une décision différente de ses prédécesseurs. Il transmit le pouvoir à son fils. Commode. Ce choix, simple en apparence, marquait une rupture. Car pour la première fois depuis longtemps, l'Empire ne choisissait plus son dirigeant pour ses qualités, mais pour son sang. Et dans ce geste, presque anodin, commençait déjà le lent glissement vers une nouvelle ère. Une ère où l'équilibre allait se briser, où la paix allait s'effriter, et où Rome, pour la première fois depuis longtemps, allait devoir affronter non seulement ses ennemis, mais elle-même. Lorsque Marc Aurèle ferma les yeux pour la dernière fois, ce ne fut pas seulement la fin d'un règne, mais la fin d'un équilibre. Pendant des décennies, Rome avait été guidée par des hommes choisis pour leur capacité à gouverner, à préserver, à comprendre les mécanismes fragiles d'un empire immense. Mais avec son fils Commode, quelque chose changea. Le pouvoir ne passait plus par le mérite ou l'adoption réfléchie, il revenait au sang. Et le sang, parfois, ne suffisait pas. Commode n'était pas dénué d'intelligence, ni totalement incapable. Mais il ne comprenait pas le poids de ce qu'il avait reçu. Là où ses prédécesseurs voyaient une responsabilité, il voyait un rôle. Là où il gouvernait, il se mettait en scène. Fasciné par les jeux, par l'arène, par sa propre image, il se présentait comme un gladiateur, combattant sous les regards d'une foule qui oscillait entre fascination et malaise. Rome devenait un spectacle. Mais derrière les applaudissements, le pouvoir vacillait. Le Sénat s'éloignait, l'armée devenait méfiante, et les décisions importantes étaient laissées à des conseillers souvent plus préoccupés par leurs intérêts que par ceux de l'Empire. La structure, autrefois solide, commençait à se fissurer. Commode fut assassiné. Un geste presque inévitable. Mais sa mort n'apporta ni stabilité, ni renouveau. Elle ouvrit une période que l'histoire retiendrait comme une succession de désordres, une époque où le trône impérial perdit sa dignité pour devenir un objet de conquête. Les décennies suivantes furent marquées par une instabilité presque permanente. Entre 235 et 284, plus de 20 empereurs se succédèrent. Certains régnèrent quelques mois, d'autres à peine quelques semaines. Beaucoup furent proclamés par leurs soldats, loin de Rome, dans des provinces où l'autorité centrale semblait de plus en plus lointaine. Le pouvoir changeait de main au rythme des batailles. L'Empire, autrefois uni, commençait à se fragmenter. Dans certaines régions, des chefs locaux prirent leur indépendance. En Gaule, un empire séparé se forma. À l'est, Palmyre s'éleva sous la direction de la reine Zénobie, défiant l'autorité romaine et construisant son propre domaine. Rome n'était plus un centre incontesté. Elle était un pôle parmi d'autres. Et pendant que ces divisions internes affaiblissaient l'Empire, les menaces extérieures se multipliaient. Aux frontières du nord, des peuples germaniques franchissaient le Rhin et le Danube. Ce n'étaient plus de simples incursions, mais des mouvements massifs, des pressions constantes. À l'est, l'Empire sassanide, plus organisé, plus agressif, lançait des offensives répétées. Les défenses cédaient. Les villes tombaient. Les routes, autrefois sûres, devenaient dangereuses. Le commerce ralentissait, les ressources diminuaient, la confiance s'effondrait. Dans certaines régions, la population chuta brutalement. Les épidémies, la famine, la guerre formaient un cercle difficile à briser. L'Empire, qui avait semblé éternel, révélait soudain sa fragilité. Et pourtant, il ne s'effondra pas.
car au milieu du chaos, certains hommes tentèrent de restaurer l'ordre. Aurélien fut l'un d'eux. Soldat énergique, déterminé, il entreprit de réunifier l'Empire. Il reconquit les territoires séparés, repoussa les envahisseurs et tenta de redonner une cohérence à ce qui semblait se désagréger. Il fit construire des murailles autour de Rome. Un geste symbolique. Autrefois, la ville n'avait pas eu besoin de murs. Désormais, elle en avait besoin. Mais comme tant d'autres avant lui, Aurélien ne put achever son œuvre. Il fut assassiné. Encore. Comme si le pouvoir lui-même était devenu incompatible avec la stabilité. La crise du IIIe siècle ne fut pas un événement unique. Elle fut une transformation. Un long moment où l'Empire comprit qu'il ne pouvait plus fonctionner comme avant. Les anciennes structures, héritées de la République et d'Auguste, ne suffisaient plus. Trop vastes, trop complexes, les territoires exigeaient une nouvelle organisation. C'est dans ce contexte qu'apparut Dioclétien. Il n'était pas un homme de discours. Il était un homme de solutions. Lorsqu'il prit le pouvoir en 284, il comprit immédiatement ce que d'autres avaient ignoré. Un seul homme ne pouvait plus gouverner l'Empire. Alors, il divisa. Non pas pour affaiblir, mais pour stabiliser. Il instaura la tétrarchie. 2 empereurs principaux, chacun responsable d'une moitié de l'Empire. 2 adjoints, chargés de les assister et de préparer la succession. 4 centres de pouvoir. 4 regards. Pour un seul empire. Ce système radical rompait avec des siècles de tradition. Mais il apportait quelque chose d'essentiel, une présence. Les décisions pouvaient être prises plus rapidement. Les frontières mieux surveillées. Les crises mieux gérées. Dioclétien réforma également l'armée, renforça les frontières, réorganisa l'administration, modifia la fiscalité. Il transforma l'Empire en une machine plus rigide, plus structurée, mais aussi plus contrôlée. Le rôle de l'empereur changea. Il n'était plus le premier citoyen. Il devenait une figure presque divine. Éloigné. Intouchable. Sacralisé. Mais cette transformation ne fut pas seulement politique. Elle fut aussi religieuse. Car dans cet empire en mutation, une nouvelle foi continuait de se répandre. Le christianisme. Ce n'était plus un mouvement marginal. Il touchait toutes les couches de la société. Et surtout, il remettait en question l'autorité impériale. Car les chrétiens refusaient de reconnaître l'empereur comme une figure divine. Pour Dioclétien, cela représentait une menace. Pas seulement religieuse. Politique. Il lança alors la dernière grande persécution. Les églises furent détruites. Les textes brûlés. Les croyants arrêtés, torturés, exécutés. Mais la foi ne disparut pas. Elle se renforça. Comme si la souffrance elle-même nourrissait sa croissance. Finalement, en 305, Dioclétien fit quelque chose d'inattendu. Il abdiqua. Volontairement. Il quitta le pouvoir et se retira dans un palais, loin des intrigues, loin des responsabilités. Mais son système ne survécut pas longtemps sans lui. Les ambitions revinrent. Les rivalités reprirent. Et une nouvelle guerre civile éclata. De ce chaos, une figure allait émerger. Constantin. Soldat, stratège, héritier d'un monde en transformation. Un homme qui allait non seulement réunifier l'Empire, mais le redéfinir. Lorsque Constantin s'imposa comme maître unique de l'Empire, après des années de conflits et de divisions, il ne se contenta pas de restaurer l'unité, il la transforma. Son règne marqua un basculement profond, presque irréversible, dans la nature même du monde romain. Ce n'était plus seulement une question de pouvoir ou de frontières, c'était une question d'identité. Constantin comprit que Rome, telle qu'elle avait existé pendant des siècles, ne pouvait plus être le centre absolu de cet univers devenu trop vaste, trop complexe. Alors, il regarda vers l'Est, là où les villes étaient plus riches, là où les routes commerciales convergeaient, là où l'avenir semblait plus solide. Sur les rives du Bosphore, il choisit une ancienne cité grecque, Byzance, et entreprit de la transformer. Il y fit construire des palais, des forums, des églises, des murs capables de résister aux assauts du temps. Il en fit une nouvelle capitale. Constantinople.
Une nouvelle Rome, mais une Rome différente. plus orientale, plus chrétienne, plus tournée vers l'avenir que vers le passé. Ce déplacement du centre de gravité ne fut pas immédiatement visible. Rome conserva son prestige, ses monuments, son rôle symbolique. Mais peu à peu, le pouvoir réel glissa ailleurs. Les décisions majeures, les ressources, les forces militaires se concentraient désormais à l'Est. L'Empire, bien qu'unifié en apparence, commençait à vivre à deux rythmes. Et lorsque, à la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose divisa officiellement le pouvoir entre ses fils, cette dualité devint permanente. À l'Est, un empire plus stable, plus riche, mieux défendu. À l'Ouest, un territoire plus fragile, plus exposé, plus difficile à maintenir. Dans les provinces occidentales, les signes de faiblesse se multipliaient. L'économie ralentissait. Les villes perdaient de leur éclat. Les campagnes se vidaient. Et surtout, l'armée changeait. Autrefois composée majoritairement de citoyens romains, elle s'appuyait désormais de plus en plus sur des soldats venus de l'extérieur, des hommes issus de peuples que les Romains avaient longtemps appelés barbares. Ce mot, chargé de mépris, cachait une réalité plus complexe. Les Goths, les Vandales, les Francs, les Saxons n'étaient pas des hordes désorganisées. Ils avaient leur structure, leurs chefs, leurs traditions. Ils avaient longtemps été en contact avec Rome, commerçant, servant dans ses armées, admirant parfois sa puissance. Mais les équilibres avaient changé. À l'Est, un nouveau danger surgissait. Les Huns. Cavaliers venus des steppes, rapides, imprévisibles, redoutables. Leur avancée provoqua un effet en chaîne. Les peuples installés aux frontières de l'Empire furent poussés vers l'Ouest, vers Rome. En 376, un grand groupe de Goths se présenta aux frontières du Danube. Ils ne venaient pas en conquérants. Ils venaient en réfugiés. Ils demandaient asile, protection. Rome accepta. Mais mal. Les autorités locales exploitèrent ces populations, les affamèrent, les maltraitèrent. Ce qui aurait pu être une intégration devint une révolte. En 378, les Goths affrontèrent l'armée romaine à Andrinople. La défaite fut écrasante. L'empereur lui-même trouva la mort sur le champ de bataille. Ce choc fut immense. Pour la première fois depuis longtemps, Rome comprenait qu'elle ne dominait plus totalement ses frontières. Dans les décennies qui suivirent, les événements s'accélérèrent. En 410, un roi goth entra dans Rome. La ville, qui n'avait pas été prise depuis des siècles, fut pillée. Ce ne fut pas une destruction totale, mais le symbole était puissant. Rome, la ville éternelle, n'était plus inviolable. D'autres peuples suivirent. Les Vandales traversèrent l'Afrique du Nord, coupant l'approvisionnement en blé. Les Francs s'installèrent en Gaule. Les Saxons en Bretagne. L'Empire d'Occident se fragmentait. Les empereurs de plus en plus faibles dépendaient de généraux souvent d'origine étrangère. Le pouvoir réel glissait hors des institutions. Rome devenait une idée plus qu'une réalité. En 476, un dernier geste marqua la fin. Un chef germanique déposa le jeune empereur d'Occident, sans grande cérémonie, sans résistance majeure. Comme si l'Empire, déjà vidé de sa substance, n'avait plus la force de s'opposer. Ce moment est souvent considéré comme la chute de Rome. Mais en vérité, il ne s'agissait pas d'une chute brutale. C'était une transformation. Car à l'Est, l'Empire continuait. Constantinople restait debout, forte, organisée, prête à durer encore 1000 ans. Et à l'Ouest, les structures romaines ne disparurent pas totalement. Elles furent absorbées, transformées, transmises. Le droit, la langue, les routes, les idées survécurent. Rome ne s'éteignit pas. Elle changea de forme. Elle se diffusa dans les royaumes qui lui succédèrent. Elle continua à vivre dans les lois, dans les villes, dans les mémoires. Car Rome n'était jamais seulement une cité, ni même un empire. C'était une manière de voir le monde, une manière d'organiser le pouvoir, de construire, de relier, de croire en quelque chose de plus vaste que soi. Des rives brumeuses du Tibre, aux confins de 3 continents, son histoire s'était écrite dans le sang, la pierre et le temps. Et même lorsque ses murs tombèrent, son héritage demeura.
silencieux, persistant, éternel.